J'ai travaillé comme hôtesse chez Pitman depuis 4 mois. Ce n'est pas ce dont je rêvais, mais les rêves ne paient pas le loyer. Je m'appelle Nina Garcia, j'ai 28 ans, et je devrais être chef, pas hôtesse, pas accueillir les clients avec un sourire poli et une liste de réservations, mais vraiment cuisiner, créer, préparer des plats qui font fermer les yeux aux gens et se rappeler leur enfance, comme ma grand-mère le faisait. Amelia Garcia, elle est morte il y a 3 ans. Cancer du pancréas, rapide, brutal, et j'ai dépensé chaque dollar que j'avais et bien plus encore pour essayer de la sauver. Ça n'a pas marché. À sa mort, elle m'a laissé 2 choses, une montagne de dettes médicales qui me suit comme une ombre et un instinct pour la cuisine que j'ai hérité jusque dans mes os. Grand-mère Amelia n'a jamais été à l'école de cuisine, n'a jamais été formée par un chef célèbre, n'a même jamais travaillé dans une vraie cuisine de restaurant, du moins pas dans un restaurant chic. Elle travaillait dans des dîners, là où la nourriture était bon marché et les horaires épuisants. Mais elle pouvait faire de la magie à partir de rien, quelques légumes du bac à rabais, des épices achetées en gros dans l'épicerie mexicaine de l'Extreet, du poulet restant que la plupart des gens auraient jeté, et 30 minutes plus tard, on mangeait quelque chose qui avait le goût même de l'amour. Elle a essayé de m'enseigner pendant des années, chaque week-end depuis que j'avais 6 ans jusqu'à mon départ pour l'université, dans sa petite cuisine de l'appartement sur Bloomington Avenue qui sentait l'ail, la coriandre et les souvenirs. Non, la cuisine ce n'est pas une question de recette, disait-elle en remuant une casserole d'une main et en réglant le feu avec une précision experte. Ses mains bougeaient toujours, toujours en train de créer. C'est une question de ressenti. Tu goûtes, tu ajustes. Tu écoutes ce que la nourriture te dit. J'écoutais. J'apprenais. J'apprenais qu'une pincée de cannelle pouvait transformer une sauce tomate, que le zeste d'orange pouvait illuminer n'importe quel plat, que la patience était l'ingrédient le plus important de tous. Mais je ne suis jamais allé à l'école de cuisine. Je n'en avais pas les moyens. Quand j'ai obtenu mon diplôme en études générales au Community College, diplôme qui ne signifiait rien, grand-mère était déjà malade. Le cancer a progressé vite. Diagnostic à l'hospice en 8 mois. J'ai passé ces mois à ses côtés, à la regarder diminuer, à voir ses mains fortes et capables, devenir fragiles et faibles. Elle est morte un mardi matin de mars. La veille, elle avait serré ma main faiblement et murmuré, « Continue à cuisiner, Mia. Promets-le-moi. » Je promets, grand-mère. Mais après sa mort, je ne pouvais plus. Chaque fois que j'essayais de cuisiner, je sentais son odeur, j'entendais sa voix, et je m'effondrais. Alors j'ai arrêté. Et quand les factures médicales se sont accumulées, 87 000 $ de dettes non couvertes par l'assurance, j'ai pris le premier travail que je pouvais obtenir au-dessus du salaire minimum, hôtesse chez Pitman, le restaurant le plus exclusif de la ville. Vous est-il déjà arrivé de sentir que vous étiez fait pour autre chose, mais que les circonstances vous retenaient? Vincent Pitman est une légende dans le monde culinaire, chef célèbre, circuit des restaurants étoilés Michelin. Il a construit Pitman de rien. L'histoire est connue, il a commencé comme commis dans un dîner délabré à 19 ans, a gravi les échelons dans diverses cuisines, a économisé chaque centime, ouvert son propre restaurant à 30 ans avec de l'argent emprunté à ses proches. Son premier restaurant a échoué en 1 an, le deuxième a survécu à peine 2 ans, mais le troisième, Pitman, a explosé, étoile Michelin en 18 mois, 2 étoiles la 3e année. À 52 ans, il est sur les couvertures de magazines, à la télé. Son livre de cuisine s'est vendu à un demi-million d'exemplaires. Sa fortune est estimée à 400 millions de $. Pour lui, je ne suis qu'une autre hôtesse. Nous sommes 3 à nous relayer, interchangeables, remplaçables, faisant partie de l'ambiance, comme les fleurs fraîches sur chaque table ou les bougies qui embellissent tout le monde, ce qui est bien. Je n'ai pas besoin de son attention, j'ai besoin du salaire, 18 $ de leur plus un pourcentage des pourboires, soit environ 32 $ de leur les bonnes soirées. Le plus que j'ai jamais gagné. Suffisant pour payer les dettes médicales minimum, suffisant pour garder un toit sur ma tête dans un studio qui a des problèmes de chauffage et des voisins qui se battent à 2 heures du matin. Mais parfois, quand je suis au poste d'accueil pendant le service du dîner et que les portes de la cuisine s'ouvrent, je sens les odeurs, canard rôti au cerisier, risotto à la truffe et au cèpe, Saint-Jacques poêlé au beurre noisette et capre, bœuf wagyu au vin rouge. Et je pense que je pourrais faire ça. Je pourrais cuisiner ainsi. Peut-être pas au niveau Michelin. Pas encore. Mais je pourrais apprendre. J'ai l'instinct, la base. Grand-mère s'en est assurée. Mais je ne le dis jamais à voix haute, car les hôtesses ne deviennent pas chefs. Nous sommes en salle,
le monde de la cuisine est différent, diplômé d'école culinaire, stage en France, professionnel depuis l'adolescence. J'ai 28 ans, aucune formation, aucun contact, aucune porte d'entrée. Alors je souris. J'installe les clients. Je décroche le téléphone avec le même accueil joyeux répété 10 000 fois, « Merci d'avoir appelé Pitement, ici Nina, comment puis-je vous aider ?» Et j'essaie de ne pas penser à la cuisine de grand-mère, à ce que j'aurais pu être si les circonstances avaient été différentes. Un mardi soir fin octobre, tout a changé. Le restaurant était complet comme d'habitude. Mardi à samedi était chargé, dimanche et lundi fermé, règle de Vincent. Même les grands restaurants ont besoin de repos. La salle était remplie de couples fortunés célébrant des anniversaires, de repas d'affaires où les accords se faisaient autour de bouteilles à $200, de groupes d'amis traitant un repas à $300 par personne comme rien. Je plaçais un groupe de 4, 2 couples dans la cinquantaine débordant de richesse, quand je les sentis. Bouillon de poulet, cannelle, un soupçon d'orange. Je me suis arrêté en plein milieu de ma phrase. Votre table est juste ici. L'odeur m'a frappé, profondément, comme un souvenir rendu tangible. La femme me regardait, inquiète, tout va bien? Oui, désolé, par ici. Mais mes mains tremblaient en leur tendant les menus et en énumérant les plats du jour. Cette odeur, je la connaissais. Après les avoir installés, je me suis dirigé vers la cuisine, le cœur battant, les mains tremblantes, m'arrêtant juste devant les portes battantes. Les serveurs passaient en courant, les cuisiniers criaient des ordres en espagnol de cuisine, le chaos habituel du service du dîner. Mais l'odeur était plus forte ici, soupe de poulet doré, riche, avec cette combinaison spécifique d'épices qu'on ne trouvait nulle part ailleurs que dans la cuisine de grand-mère. Caldo dorado. Le caldo dorado de grand-mère Amélia. Ma gorge se serra, mes yeux piquèrent. Impossible. Grand-mère n'avait jamais écrit cette recette. Elle avait essayé une fois au lycée, quand je lui avais demandé de me la dicter pour la refaire un jour. Mia, je ne connais pas les mesures, disait-elle en riant, un peu de ceci, une pincée de cela, tu dois ressentir. Mais grand-mère, si j'oublie? Elle tapota ma poitrine, juste au-dessus du cœur, tu n'oublieras pas. C'est dans ton sang. Quand tu en auras besoin, tu te souviendras. Et elle avait raison. Je me souvenais. Chaque ingrédient, chaque étape, le moment précis d'ajouter la cannelle, pas au début, mais à mi-chemin après que le bouillon est légèrement réduit, le zeste d'orange à la toute fin pour qu'il reste vif et frais, la feuille de laurier mexicaine qu'on ne trouve qu'au marché de l'Extreet. Personne ne faisait le caldo ainsi. Personne sauf grand-mère. Et maintenant, il était servi chez Pitement. Nena. Je me suis retourné. Vincent était là, me regardant de ses yeux gris perçants qui ne manquent rien. En tenue de chef, manches retroussées, une petite tache, probablement de la sauce tomate, sur son tablier, cheveux argentés légèrement décoiffés par la chaleur de la cuisine. Ça va? Quelle est cette odeur? Nouveau plat. On teste cette semaine. Confort food du patrimoine. On dépasse la gastronomie moléculaire haut de gamme, on apporte des plats avec de l'âme. Pourquoi? Comment s'appelle le plat? Bouillon de poulet doré. Caldo dorado. Simple, rustique, mais sublimé. Pourquoi demandez-vous? Mon estomac se noie. Puis-je le voir? Vincent haussa un sourcil. Vous voulez voir un bol de soupe? Il m'étudia un instant, expression difficile à lire, toujours contrôlée, précise, chaque mouvement délibéré, chaque mot calculé. Mais quelque chose dans ma voix a dû le toucher. Très bien, venez. La cuisine était un chaos contrôlé, serveur criant les commandes, cuisinier bougeant avec la précision synchronisée d'une compagnie de ballet, le chef exécutif, Dominique, vétéran formé en France, bras couverts de cicatrices de brûlure, hurlant des corrections en français et anglais. Vincent m'a conduite au passe-plat où les plats finis attendaient d'être servis, un bol large, peu profond, céramique, bouillon doré, clair comme du cristal, poitrine de poulet effilochée, fine tranche de carottes parfaitement uniforme, coriandre fraîche sur le dessus, quartier de citron vert à côté. Simple, rustique, pas du tout comme les plats habituels de Pitement avec mousse, gel et ingrédients venus du Japon. Mais je connaissais ce plat. Puis-je y goûter? Vincent sembla surpris. Les hôtesses ne plaisent généralement pas. Quelque chose dans ma voix, peut-être du désespoir, le fit hocher la tête. Dominique, la cuillère.
Le chef m'a tendu une cuillère propre sans poser de questions, bien que son expression trahisse la curiosité. J'ai trempé la cuillère dans le bouillon et l'ai portée à mes lèvres. La première bouchée m'a frappé comme un coup physique. Cannelle, juste un murmure, pas trop envahissante, parfaitement équilibrée avec le bouillon de poulet. Zeste d'orange, ail frais rôti avant d'être ajouté au bouillon. Une profondeur de saveur venant des os mijotés pendant des heures, pas dans un autocuiseur, mais doucement, lentement, comme ma grand-mère le faisait toujours. Et autre chose, que la plupart des gens auraient manqué, une feuille de laurier, mais pas une feuille ordinaire. Feuille de laurier mexicaine. Plus difficile à trouver. Un goût légèrement différent, plus herbacé, moins âpre. Exactement comme ma grand-mère la préparait. Ma vision se brouilla. Les bruits de la cuisine s'effacèrent. Pendant un instant, j'avais 8 ans à nouveau, assise à la petite table en formica de ma grand-mère tandis qu'elle posait un bol devant moi. Mange, Mia. Ça te fera du bien. J'avais la grippe, fièvre, frisson, mais cette soupe, exactement cette soupe, rendait tout supportable. Je posai la cuillère. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli la faire tomber. Monsieur, c'est la recette de ma grand-mère. La cuisine se tut un instant. Les serveurs s'arrêtèrent. Un commis leva les yeux de son poste. Le visage de Vincent resta impassible. Excusez-moi. Ce calot, c'est celui de ma grand-mère, Amélia Garcia. Elle ne l'a jamais écrit, elle ne l'a jamais partagé avec personne sauf moi. Alors, comment le connaissez-vous? Le visage de Vincent resta soigneusement neutre, la même expression qu'il arbore quand un plat revient car un client le juge trop salé ou quand un critique publie une critique tiède. Contrôlé, ne laissant rien transparaître. C'est une recette traditionnelle. La soupe au poulet n'a rien d'unique. Pas comme ça. Ma voix monta. Je m'en fichais. Ce n'est pas traditionnel. C'est spécifique. C'est elle. Non. Elle a fait ça pour moi toute ma vie. Quand j'étais malade, triste, quand j'avais besoin de me sentir aimé. Je connais chaque ingrédient, chaque étape, le moment exact d'ajouter le zeste d'orange, à la toute fin pour ne pas perdre sa fraîcheur, la façon de rôtir l'ail d'abord, l'usage de la feuille de laurier mexicaine au lieu de la normale pour un goût plus doux. Je m'avançai. Et vous la servez dans votre restaurant comme si c'était la vôtre. La mâchoire de Vincent se crispa. Autour de nous, la cuisine était complètement silencieuse. Les serveurs restaient figés. Les commis observaient. Dominique, bras croisés, les yeux passant de Vincent à moi. Je pense que vous devriez retourner au travail, dit Vincent doucement. Vous la connaissiez, Nona? Vous connaissiez ma grand-mère? Silence, un silence plus fort que tout bruit. Puis, oui. Le mot resta suspendu entre nous. Autour, des murmures commencèrent, les serveurs échangeant des regards. Dominique semblait choqué. Comment? Vincent détourna le regard, regarda le bol de soupe et la recette qu'il avait volée. Pas ici après le service. Venez dans mon bureau à 11h. Non. Maintenant, Nina, j'ai un restaurant à gérer. Et j'ai une grand-mère dont vous volez l'héritage. Pendant un long moment, Vincent me fixa. Et pour la première fois depuis que je travaillais ici, je vis autre chose que le contrôle froid dans ses yeux, la culpabilité. Dominique, dit-il doucement sans me lâcher du regard. Vous avez le pass. Oui, chef. Vincent se dirigea vers l'arrière de la cuisine, vers son bureau. Je le suivis. Le bureau de Vincent était petit, exigu, pas du tout ce qu'on attendrait d'un chef milliardaire et célèbre. Un bureau, une chaise, des étagères encombrées de livres de cuisine, de classeurs, de magazines gastronomiques, une seule photo au mur, Vincent serrant la main d'un célèbre chef français lors d'une cérémonie. Il s'assit, me fit signe de m'asseoir en face de lui. Je ne bougeais pas. Comment connaissiez-vous, grand-mère Amélia? Vincent ne parla pas un long moment, me regardant avec son expression indéchiffrable. Puis il ouvrit un tiroir, en sortit un carnet usé et le posa sur le bureau entre nous. Je le reconnus immédiatement. La couverture, tissu rouge décoloré, coin déchiré, tache d'eau en bas à droite, page gonflée par des années d'usage dans une cuisine humide. C'est à elle, murmurai-je. C'est l'écriture de grand-mère. Oui. Comment l'avez-vous? Vincent ouvrit le carnet. Page et page d'écriture penchée de ma grand-mère, soigneuse,
avec de petits cœurs sur les i et des smilés près des recettes dont elle était fière, calo dorado, albondiga au chipotle, arroz con leche, tamal déco, tous les plats de mon enfance. Elle me l'a donné, dit Vincent doucement. Il y a 30 ans. J'avais 18 ans, commença-t-il. Sa voix changea, plus douce, comme s'il lisait un texte appris par cœur mais jamais prononcé. Pauvre, en colère, travaillant dans un dîner, Roses Café sur Lake Street, fermé maintenant depuis 20 ans. Mais à l'époque, c'était un petit endroit délabré servant le petit déjeuner et le déjeuner aux ouvriers et aux vieilles dames du quartier. Il regarda le carnet. Je détestais ma vie, mon travail. Mon père m'avait mise à la porte à 17 ans, me traitant de paresseuse et ingrate. Je vivais dans un appartement au sous-sol avec 3 autres gars, sur un matelas par terre, ne mangeant que des ramen. Je restais silencieuse. Votre grand-mère y travaillait. Cuisinière, 50 ans, immigrante, mère célibataire, élevant votre mère et votre oncle seul, travaillant 2 emplois, rose le jour, nettoyage de bureau la nuit. Ma gorge se noua. Je connaissais cette histoire. Grand-mère me l'avait racontée enfant. Mais jamais elle n'avait mentionné Vincent, ni ne s'était plainte. Vincent continua. Jamais fatiguée. Jamais amère. Elle cuisinait simplement. Et la nourriture qu'elle préparait dans cette cuisine étroite et sale était meilleure que tout ce que j'avais goûté. Elle avait un don. Plus qu'un don. Une âme. Vincent me regarda. J'étais terrible avec elle, impolie, méprisante. Je croyais être trop bien pour ce travail. Je devais devenir quelqu'un. Et au lieu de ça, je retournais des œufs pour $6 de l'heure. Il fit une pause. Mais elle voyait quelque chose en moi. Dieu sait pourquoi. Je ne le méritais sûrement pas. Elle commença à m'enseigner. Vincent dit, au début, des petites choses, comment assaisonner correctement, goûter en cours de route, ajuster constamment, construire des couches de saveur plutôt que tout jeter en même temps, respecter les ingrédients, même les moins chers. Il esquissa un léger sourire. La première fois que je vis Vincent sourire ainsi, doux, nostalgique. Je ne voulais pas apprendre, mais elle était patiente, persistante. À chaque service, elle me montrait quelque chose de nouveau, comment découper un oignon correctement, faire un roux sans le brûler, savoir quand la viande est cuite au toucher. Elle m'a appris les mêmes choses, murmurai-je. Je peux imaginer. Vincent me regarda car elle aimait enseigner. Elle aimait partager son savoir. Elle disait, la cuisine se transmet. Le savoir gardé meurt, le savoir partagé vit éternellement. Je fermai les yeux. C'était grand-mère, exactement. Un jour, continua Vincent, je lui ai dit que je voulais devenir un vrai chef, pas un cuisinier de dîner, aller à l'école de cuisine, ouvrir mon propre restaurant, faire de la nourriture qui compte. Que dit-elle? Elle ne ria pas. La plupart l'auraient fait, pas elle. Elle me regarda simplement et dit, alors apprends tout de tout le monde, même de moi. La voix de Vincent se brisa légèrement. Alors je l'ai fait. Pendant 2 ans, j'ai travaillé chez Roses. À chaque service, elle m'enseignait tout, pas seulement les recettes, la philosophie, le pourquoi derrière le comment, l'âme derrière la technique. Il fit une pause. Et quand j'ai enfin été accepté à l'école culinaire, grâce à une bourse, le seul moyen que je pouvais me le permettre, elle me donna ce carnet. Il toucha la couverture usée, doucement, avec révérence. Elle disait, prends-le, utilise-le, construis quelque chose de beau, et quand tu le feras, souviens-toi d'où ça vient. Je le fixai. Alors vous avez pris ces recettes et bâti un empire. Oui. Et vous ne lui avez jamais rendu hommage. Le visage de Vincent se crispa un instant, puis il se recomposa. Non, je ne l'ai pas fait. Quand j'ai ouvert mon premier restaurant, dit-il, j'ai utilisé ces recettes, les ai modifiées, sublimées, les ai rendues miennes, mais elles étaient à elle. La base de tout ce que j'ai construit venait de ce carnet. Elle savait? Oui. Je l'ai invitée à l'ouverture. Elle est venue, avec votre mère. Votre mère devait avoir environ 20 ans. Elles sont venues, ont mangé, et après, Amélia m'a pris à part. Elle m'a souri, a dit qu'elle était fière. Et vous ne l'avez jamais remerciée publiquement. Non. La voix de Vincent était à peine un murmure. J'avais honte. Honte de quoi? Honte d'avoir bâti ma réputation sur le dos d'une immigrante que personne ne connaissait,
honte que les critiques culinaires me qualifient de génie, de visionnaire, alors que je ne faisais que copier, honte que mon succès repose sur son travail et que j'étais trop lâche pour l'admettre. Il me regarda. Je me suis dit qu'un jour, je lui rendrais hommage, mettrais son nom au menu, peut-être même l'inviterais comme consultante. Mais les années ont passé, ma carrière a explosé, et plus j'attendais, plus il devenait difficile d'avouer qu'après 10 ans de succès, j'étais une imposture. Elle n'était pas célèbre, ai-je murmuré. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance, elle avait juste besoin que vous la reconnaissiez. Je sais, les yeux de Vincent étaient humides. Je sais cela maintenant, mais j'étais jeune, stupide, égoïste. Elle est morte il y a 3 ans. Vincent a levé les yeux vivement. Quoi? Cancer du pancréas. Ça a été rapide. 8 mois entre le diagnostic et la mort. Le visage de Vincent est devenu pâle. J'ai dépensé chaque dollar que j'avais pour essayer de la sauver, ai-je poursuivi, ma voix tremblante, la colère montant. J'ai tout vendu, pris des prêts que je ne rembourserai jamais, 87 000 $ de dettes médicales qui me poursuivent partout. Et vous? Vous avez utilisé ces recettes pour devenir millionnaire. 400 millions, dit Vincent doucement. Valeur nette et je suis désolé. Je suis profondément désolé, Nona. Le pardon ne la ramène pas. Je sais. Nous sommes restés en silence. Puis Vincent a dit que j'ai essayé de la retrouver il y a 5 ans. Je voulais enfin le faire, mettre son nom sur tout, lui rendre hommage, partager la richesse. Mais Rose avait fermé. J'ai trouvé une adresse dans le sud de Minneapolis. J'y suis allé, j'ai frappé à la porte. Il a fait une pause. Un jeune couple a répondu, disant qu'ils avaient acheté la maison 2 ans plus tôt et ne savaient rien du précédent propriétaire. C'était après qu'elle ait emménagé chez moi, ai-je dit. Quand elle est tombée malade, elle ne pouvait plus vivre seule. Vincent a fermé les yeux et nous sommes restés silencieux. J'aurais dû quitter cette nuit-là, partir et ne jamais revenir. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'aussi en colère que j'étais, je comprenais une part de moi. Grand-mère l'aurait pardonné. Elle pardonnait toujours. Quand ma mère m'a abandonné à 16 ans, parti un jour avec un petit ami à peine connu, grand-mère m'a accueilli sans hésitation. Et quand ma mère est revenue 3 ans plus tard, fauchée, enceinte et désespérée, grand-mère l'a acceptée sans colère, sans amertume. C'est ça l'amour. Mia, m'avait-elle dit lorsque j'avais demandé pourquoi elle n'était pas en colère. L'amour pardonne toujours. Et plus encore, j'avais besoin de ce travail, de l'argent, de la stabilité. Les créanciers ne se souciaient pas de mes sentiments. Le loyer était dû, que je sois en colère ou non. Alors je suis resté. Mais tout avait changé maintenant. Après cela, Vincent a commencé à me parler vraiment, pas comme un patron à une employée, mais comme quelqu'un cherchant le pardon, l'absolution. Il me prenait à part pendant les moments calmes, me demandait de ma grand-mère, sa vie, sa cuisine, sa philosophie. Elle disait que cuisiner, c'était aimer. Je lui ai dit un après-midi, debout dans la salle à manger vide après le service du déjeuner et avant la préparation du dîner, que si vous cuisinez avec colère ou ressentiment, les gens le goûtent. La nourriture absorbe les émotions. Vincent hocha lentement la tête. Elle m'a dit la même chose. Je ne la croyais pas alors, pensais que c'était des sentiments inutiles, mais maintenant je sais. J'ai goûté des plats faits par des chefs en colère, techniquement parfaits, mais dépourvus d'âme. C'est ce que grand-mère appelait cocinando con alma, cuisiner avec l'âme. Vincent me regarda. Tu cuisines? Pas professionnellement, mais tu peux. Oui. Montre-moi. Cela a commencé petit. Vincent m'invitait dans la cuisine après les heures, me disait de faire quelque chose, n'importe quoi. La première fois, mes mains tremblaient. Je n'avais pas vraiment cuisiné depuis la mort de grand-mère. Chaque tentative avait été trop douloureuse. Mais Vincent attendait, patient, comme grand-mère l'avait été avec lui. Que veux-tu que je fasse? Peu importe, surprends-moi. J'ai réfléchi puis décidé de faire des longues pâtes avec boulettes de viande au chipotle dans un bouillon chipotle, un classique de grand-mère. J'ai travaillé lentement, minutieusement, viande hachée mélangée à du riz, coriandre, menthe, roulée en sphères parfaites. Le bouillon, piment chipotle mixé avec tomates, bouillon de poulet, un soupçon de chocolat. Vincent regardait en silence. Quand j'ai fini, j'ai servi dans un bol, garni de coriandre et de citron vert. Il goûta,
ferma les yeux, resta silencieux une minute entière. Puis, c'est extraordinaire. C'est la recette de grand-mère. Non. Il ouvrit les yeux, me regarda. C'est la tienne. Tu y as ajouté quelque chose. Quoi? J'hésitais. Paprika fumé, juste un peu pour la profondeur. Vincent me fixa. Tu as son instinct. Je n'ai pas sa formation. La formation, c'est la répétition. L'instinct est rare. Et tu l'as. Les semaines suivantes, Vincent me ramenait dans la cuisine après les heures, me testant, me lançant des défis. Fais quelque chose avec ces ingrédients, disait-il, en montrant un assortiment au hasard, champignons, crème, thym, pâtes, et je cuisinais sans réfléchir, en suivant mon ressenti, écoutant la nourriture, comme grand-mère m'avait appris. Chaque fois qu'il goûtait, son expression changeait, surprise, respect, admiration. Tu es gâchée comme hôtesse, a-t-il dit un soir. Je n'ai pas de diplôme, pas d'école culinaire, pas de formation formelle, pas de CV. Amélia non plus, et elle m'a appris plus que leur Blue ne le ferait jamais. Puis vint la nuit qui changea tout. Vincent créait un nouveau menu dégustation pour le printemps, innovant, pour faire parler les critiques. Il voulait inclure une version moderne de plats réconfortants traditionnels, inattendus, avec de l'âme. Je veux l'honorer, dit-il une nuit, seul dans la cuisine, minuit, le reste du personnel parti. Amélia vraiment cette fois, mais je ne sais pas comment. Tout ce que je fais semble voler. J'ai pensé à grand-mère, sa cuisine, tous les repas qu'elle avait préparés pour moi. Laisse-moi essayer quelque chose. 3 jours. Laisse-moi créer un plat. S'il te plaît, mets-le au menu, sinon je redeviens hôtesse et on n'en parle plus. Il sourit. 3 jours. Montre-moi ce que tu as. J'ai passé 72 heures dans cette cuisine, la plupart de nuit, après mes services d'hôtesse, Vincent m'a donné un accès complet, le gardien de nuit devait me laisser entrer. J'ai expérimenté, échoué, recommencé. J'ai commencé par le Calo Dorado de grand-mère, la base, le fondement. Mais je ne voulais pas juste le reproduire. Je voulais honorer grand-mère et montrer ce que je savais faire, ce qu'elle m'avait appris, ressentir, écouter la nourriture. Alors je l'ai déconstruit, réduit à l'essentiel et reconstruit en quelque chose de nouveau. Consommé de poulet cristallin, 8 heures de clarification, blanc d'œuf, attention constante. Un bouillon si clair qu'on pouvait lire à travers. Infusé de cannelle, orange et feuilles de laurier mexicaine, ravioli de poulet délicat, fait main, une 50aine avant de trouver l'épaisseur parfaite. Fin mais cohérent. Farci de poulet effiloché, menthe et coriandre, peau de poulet croustillante pour texture, dorée et éclatée. Micro-pouce, fleurs comestibles, un filet d'huile de piment, et au centre, une suprême d'orange, éclatante, essence de la touche de grand-mère. Ça ressemblait à de l'art, comme dans un magazine, comme à Pitman S, mais goûté comme chez moi. Vincent goûta, resta muet une minute, assis au comptoir dans la cuisine vide, cuillère à la main, yeux fermés. Je l'observais, nerveuse, terrifiée. Ce plat était tout, ma peine, mon amour, mon talent, dans un bol. Puis il ouvrit les yeux, humides. C'est parfait. Je retenais mon souffle. Vraiment? Ce n'est pas juste parfait. C'est au-delà. Il me regarda. Tu as pris la base d'Amélia et créé quelque chose de nouveau, qui l'honorait mais est entièrement tien. Tu n'as pas copié. Tu as innové. Il posa la cuillère, me regarda avec un étonnement que je n'avais jamais vu. Tu as un don. Un vrai don. L'instinct qu'on ne peut enseigner. Je ne savais que dire. Ce plat sera au menu, dit Vincent, en plat signature pour le menu dégustation de printemps. Et tu seras crédité. Pas moi. Toi. Et il y a autre chose dont je dois te parler. Une semaine plus tard, Vincent m'appela dans son bureau entre le déjeuner et le dîner. Assieds-toi. Je m'assis. Il avait l'air nerveux. Vincent Pitman, chef célèbre, millionnaire, légende étoilée Michelin, nerveux. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à Amélia, à comment j'ai tout construit sur sa base sans jamais la reconnaître. Vincent, laisse-moi finir. Il prit une inspiration. Je renomme le restaurant. Je le regardais. Quoi? Il s'appellera Amélia S en l'honneur de ta grand-mère. Nouvelle identité, nouveau menu, nouvelle signalétique, tout.
Ma gorge se serra. Tu ne peux pas faire ça. Cet endroit est ton héritage. Mon héritage est construit sur son travail. Il est temps que je le reconnaisse publiquement. Il fit une pause. Et il y a autre chose. Il glissa un dossier sur le bureau. Qu'est-ce que c'est? Des papiers de partenariat. Je veux t'offrir 15% de propriété d'Amelia S. Je ne pouvais plus respirer. Quoi? Je sais que 15% ne semble pas beaucoup, mais créer un restaurant demande plus que de la bonne cuisine. Gestion, marketing, opération, planification financière, des choses que tu apprendras avec le temps. Mais 15% de ce restaurant valent environ 12 millions de dollars. J'en eus le vertige. 12 millions. C'est ce qui te revient. Ce qui revenait à Amelia. Je ne peux pas la ramener. Je ne peux pas lui donner ce qu'elle méritait, mais je peux te l'offrir à toi, Vincent. Je ne peux pas accepter. Si, tu peux. Et tu le feras, parce que tu l'as gagné. Ton plat va entrer au menu. Tu vas te former comme un vrai chef. Je paierai l'école culinaire. Tu travailleras sous la direction de Dominique, et dans 3 ans, tu dirigeras ta propre cuisine. Les larmes coulaient sur mon visage. Pourquoi fais-tu cela? Parce que ta grand-mère m'a tout donné. Elle a vu un potentiel chez un gamin en colère qui ne méritait pas sa gentillesse, et elle a changé ma vie. Sa voix se brisa. Je ne peux pas la ramener, mais je peux l'honorer en t'honorant. Je n'arrivais plus à parler. Non. Tu n'as pas seulement du talent. Tu as son âme, son don, sa vision, et le monde mérite de la voir. 6 mois plus tard, la nouvelle enseigne fut installée, Amelia S, en hommage à Amelia Garcia. En dessous, en plus petit, fondé par Vincent Pittman. Le changement d'image était immense. De nouveaux menus proposant une cuisine traditionnelle familiale élevée au rang de gastronomie. Chaque plat attribué à son inspiration. Les recettes d'Amelia réinventées avec respect et créativité. Et à l'intérieur, sur chaque mur, des photos de grand-mère dans sa cuisine, souriante, ses mains fortes tenant une cuillère en bois, enfin visible. Mon plat, le caldo de Nona revisité, était la pièce maîtresse du menu dégustation. Les critiques s'enflammèrent. Le New York Times parla d'un mariage parfait entre tradition et innovation. Food & Wine en fila une. Nous obtenions notre 3e étoile Michelin 6 mois après la nouvelle ouverture, mais pour moi, ce n'était que grand-mère, son amour, ses leçons, son héritage enfin visible, enfin honoré. Le soir de l'inauguration d'Amelia S, Vincent m'attira à l'écart avant le service. Nous étions dans la salle encore vide, le calme avant la tempête. Dans 2 heures, l'endroit serait plein de clients qui avaient attendu des mois pour une réservation. Merci, dit-il. Pourquoi? De m'avoir pardonné. De m'avoir donné une chance de réparer. Je le regardais. Vraiment le regardais. Cet homme qui portait la culpabilité depuis 30 ans, qui avait bâti un empire sur des recettes volées et ne s'était jamais pardonné. Grand-mère t'aurait pardonné depuis longtemps, dis-je. Je sais. Mais j'avais besoin de me pardonner à moi-même d'abord. Et c'est fait? Il sourit, un sourire triste, fragile. J'y travaille. Les premiers mois comme associé furent éprouvants. Je partageais mon temps entre la ligne sous les ordres de Dominique, un professeur brutal mais brillant, et l'apprentissage du côté gestion avec Vincent, marge de profit, gestion des stocks, relations fournisseurs, conformité sanitaire, paie, stratégie marketing. C'était épuisant. Je rentrais dans mon petit studio que je pouvais enfin chauffer correctement et je m'écroulais dans mon lit, pour me réveiller à 5 heures et recommencer. Mais j'aimais ça. Pour la première fois depuis la mort de grand-mère, je me sentais vivante, utile, comme si la dette qui m'écrasait depuis 3 ans devenait enfin supportable. Les 15% de partenariat me donnaient une part des bénéfices. Et avec le changement d'image, Amelia S était plus rentable que Pittman S ne l'avait jamais été. En 6 mois, j'avais remboursé 40 000 $ de dette médicale. En 1 an, tout était payé. J'ai pleuré le jour où j'ai effectué le dernier paiement, assise dans mon appartement, fixant le relevé qui affichait un solde de 0, et j'ai murmuré, je l'ai fait, grand-ma. On l'a fait. 1 an après la réouverture, Vincent annonça qu'il se retirait des opérations quotidiennes. Je ne prends pas ma retraite, précisa-t-il pendant la réunion du personnel. Mais j'ai 60 ans, et j'ai passé 45 ans en cuisine. Il est temps de laisser de nouvelles voies diriger.
Il me regarda. Nona deviendra chef exécutive. Dominique restera chef de cuisine. Mais la vision, le menu, l'orientation d'Amélia S., c'est désormais celle de Nona. Le personnel applaudit. Certains semblaient sceptiques. J'avais seulement 29 ans, plus jeune que la plupart des cuisiniers de la brigade, mais Dominique hocha la tête, et c'était tout ce qui comptait. Après la réunion, Vincent me prit à part. « Tu es prête ?» « Non, » répondis-je honnêtement. « Mais je crois que personne ne l'est jamais. » Bonne réponse. Il sourit. Amélia serait fière. « Tu le sais, n'est-ce pas ? » J'espère. J'en suis sûr. Ce soir-là, après le service, je restais seul dans la salle. Les murs étaient couverts de photos de grand-mère, jeune, âgée, souriant dans sa petite cuisine de Bloomington Avenue. La cuisine où elle m'avait tout appris. Je pensais à ses mains, fortes, usées, toujours en mouvement, toujours en train de créer. Puis je regardais les miennes, désormais marquées après un an sur la ligne, brûlure, coupure, callosité que tout chef gagne, les mêmes mains, le même instinct, bâtissant sur son héritage, créant quelque chose de nouveau. Elle avait passé sa vie dans l'ombre, cuisinant dans des dîners oubliés, nettoyant des bureaux la nuit, travaillant 2 emplois pour élever seule ses enfants, sans reconnaissance, invisible. Mais plus maintenant. Son nom était sur l'enseigne. Son visage sur les murs. Ses recettes servies à des gens qui payaient $400 pour un menu dégustation et repartaient en parlant de l'âme du plat. Et moi, sa petite fille, la fille qu'elle avait élevée, celle à qui elle avait tout appris, je portais son héritage. Pas en la copiant, mais en l'honorant, en prenant ce qu'elle m'avait offert pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui était à la fois à elle et à moi. Ensemble.